Bonjour à tous, merci d'être là. J'espère que vous êtes confortablement installés et pas trop fatigués après cette journée riche, j'imagine, de contenu. Nous, on va être là pour parler achat responsable ce soir. On part pour 1h15. Vous aurez 15 minutes de questions à la fin qu'il faudra partager avec ceux qui sont en ligne, éventuellement. Donc, thématique hautement d'actualité dont on parle à la fois beaucoup sur le terrain, mais pas si facile de savoir où en sont nos concurrents, les acteurs avec lesquels on travaille. Encore plus abstrait sur quels impacts ces nouveaux critères RSE et ESG ou encore extra-financiers pèseront demain sur l'obtention des contrats. Aujourd'hui, on va parler de ces enjeux, que l'on soit PME, ETI, grand groupe ou acteur public. Comment on embarque sa chaîne de valeur. C'est à la fois un enjeu de société majeur, mais c'est également une contrainte réglementaire qui s'impose à nous via la CSRD notamment. Et si vous êtes aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes intéressé par le sujet, voire même que vous avez initié des actions autour de ces enjeux environnementaux sociétaux. Aujourd'hui, si vous avez calculé votre bilan carbone, vous avez vu que probablement 80% de vos impacts sont sur votre chaîne de valeur. Donc c'est un enjeu crucial. Et on a 4 personnes de choix qui sont là avec nous ce soir pour nous apporter des témoignages très différents. Donc je vais rapidement vous laisser vous présenter à tour de rôle et puis on rentrera dans le vif juste après. Philippe, je vous laisse commencer. Bonjour, je m'appelle Philippe Semama, je suis dirigeant fondateur d'une société qui s'appelle Adelia et qui est spécialisée dans la distribution de produits d'hygiène en B2B. Donc quand on est dans la distribution, on est bien pollueur et on a 35 ans, on réalise 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et on emploie 300 personnes sur le territoire français. Voilà. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Amélie Perrin, responsable des opérations pour l'association Le Lab Pareto. Le Lab Pareto, c'est une association qui vise à rapprocher d'une part les dirigeants TPE, PME, tels que vous peut-être, et les directions achats publiques et privées, au travers de différentes activités, des événements, mais également des expérimentations que l'on mène. L'objectif est de créer du lien afin d'apprendre justement à travailler ensemble de manière responsable et solidaire. Bonjour à toutes et à tous, Martin Gégaud, je suis coordinateur achat responsable à GRDF, Gaz Réseau Distribution France, une ancienne filiale de GDF, anciennement GDF Suez, aujourd'hui Engie. Donc sur cette partie achat responsable, je pilote à la fois la réduction de tous les impacts environnementaux, carbone certes, mais on le verra, il y en a aussi plein d'autres, et aussi les autres impacts associés au social et à la société, parmi plein d'autres sujets. Voilà, en tout cas, ravi d'être avec vous et merci d'être venu. Bonjour, Camille Le Gall. Donc moi, je suis la cofondatrice de Fairly Made. Il y a 5 ans, avec mon associé qui travaillait pour une grande marque de fast fashion et moi dans le luxe, on a justement décidé de lancer une entreprise à mission qui permet aux marques de mode de remonter les filières d'approvisionnement de leurs produits, donc d'identifier les acteurs sur la chaîne de valeur, et ensuite de calculer un score multicritère, donc que sont le social, l'environnemental, la traçabilité, la durabilité et la recyclabilité, et d'en faire un QR code, donc en boutique, d'avoir toute l'information en tant que consommateur. Donc on est en B2B2C, et aujourd'hui donc cette entreprise s'appelle Fairly Made. On emploie plus de 60 personnes et on permet aux marques justement d'avoir un meilleur niveau d'information sur la traçabilité de leurs produits et justement d'afficher plus de transparence auprès du consommateur final. Merci. Amélie, je commence par vous. Chez la Pareto, quand on fait référence aux achats responsables, on pense souvent à des contraintes que les grandes entreprises ou les acteurs pourraient imposer aux PME-ETI avec lesquelles elles travaillent. Est-ce que c'est vous ce que vous constatez chez la Pareto ? Merci Marine pour la question. Effectivement, j'ai envie en fait de répondre par une question. Et vous, est-ce que quelque part, c'est pas ce que vous vous dites au quotidien? Une nouvelle contrainte encore auquel il faut répondre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on constate effectivement des choses un petit peu différentes. Comme je vous le disais dans la présentation, aujourd'hui, je parle au nom de la communauté qui est composée à la fois de directions achats publics et privés et de dirigeants de TPE-PME. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur le sujet des achats responsables, tous les acteurs sont partie prenante. Et qu'effectivement, il y a énormément de changements qui sont en train de s'opérer et sur lesquels on essaye de les accompagner au mieux. Tout d'abord, au niveau du vocable.
On entend de moins en moins parler de grands donneurs d'ordre et de sous-traitants, mais beaucoup plus de prestataires, voire de partenaires. Et c'est vraiment cette notion de partenariat qui est au cœur des évolutions et qui réellement fait la différence, notamment sur le sujet des achats responsables. On a des changements, bien sûr, au niveau organisationnel, au niveau des modèles économiques, des stratégies d'entreprise, mais également au niveau des postures, au niveau des façons de faire et des pratiques. Et j'aurais plaisir à développer l'ensemble des points si on a le temps, mais j'aimerais vraiment insister justement sur ces postures qui évoluent, sur ces pratiques qui changent, notamment en l'illustrant par différentes initiatives. Notamment, je pense à un événement auquel on a été conviés en début d'année qui était organisé par la communauté de communes de Monceau-Creusot dans le 71, intitulé Les Partenariales. Pour la première édition, la communauté urbaine avait choisi de rassembler l'ensemble des acteurs économiques de son territoire pour effectivement aller au contact justement de ces fournisseurs existants, mais aussi de découvrir en fait les potentiels justement déjà existants sur son territoire et ainsi pouvoir ouvrir le dialogue aussi sur les solutions existantes qui justement vont répondre aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Dans cette même idée, on voit aussi beaucoup d'événements sur la planification des achats à venir. Je pense notamment à un événement qui est en cours de construction avec une chambre du commerce qui effectivement a pour objectif de donner de la visibilité sur les prochains marchés à venir, mais également d'aller à la rencontre des potentiels justement fournisseurs de la chambre, justement en ouvrant le dialogue sur les critères environnementaux et sociaux à appliquer. Parce que vous le savez largement mieux que moi, différentes lois, que ce soit la loi climat résilience, la feuille de route du PNAD, du plan national des achats durables, qui du coup incitent à avoir une clause environnementale d'ici 2025 et au moins 30% de ces appels d'offres avec une clause sociale, et les acheteurs se posent la question, quelles sont les bonnes clauses à mettre à l'intérieur? Et quoi de mieux que de poser la question en fait aux principaux concernés qui sont justement les fournisseurs locaux, les fournisseurs du territoire, les dirigeants de TPE, PME, les startups, les ETI. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir dans cette idée de changement, d'un pas vers l'autre, du grand groupe vers la petite entreprise, du fournisseur vers l'acheteur et inversement. Pour illustrer par d'autres exemples, on a également beaucoup d'accompagnement, notamment dans des entreprises publiques et privées. Mais là, je pense justement aux paroles d'un adhérent, pas plus loin qu'en début de semaine, qui a justement réalisé une immersion d'une journée suite au Vie ma vie. C'est une des expériences que l'on propose, où l'idée c'est de créer un binôme entre un acheteur et un dirigeant de TPE-PME pour que chacun vive la vie de l'autre et du coup prenne conscience de la réalité. Et donc là, il était reçu, pour le citer, par le directeur achat de Dassault Systèmes, qui lui expliquait énormément de choses au niveau du processus achat, et notamment dans l'accompagnement. Et comme beaucoup, il y a forcément un questionnaire de satisfaction sur la relation. Comment est-ce que justement le fournisseur apprécie ou non la relation qu'il peut avoir avec notamment ce grand groupe. Et il y avait une question qui était quand même assez intéressante, c'est qu'il lui a demandé plus que de savoir s'il faisait bien, c'est de savoir s'il faisait mieux. C'est-à-dire comment est-ce qu'il le situait par rapport à ses autres clients. Autrement dit, le client veut devenir le meilleur client de son fournisseur. C'est vrai que l'inverse nous paraît logique. Chaque fournisseur veut être le meilleur fournisseur de son client. Mais là, c'est vraiment la démarche inverse. Et ça montre justement cette envie de collaborer autrement, cette envie de construire des relations durables et responsables. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, mais en fait, plus que de vous dire qu'effectivement, toutes ces nouvelles contraintes qui sont là pour répondre à des enjeux qui concernent tout le monde, sur lesquels tout le monde a une carte à jouer. Bien sûr qu'on peut les voir comme des opportunités, mais ça, c'est un petit peu une phrase toute faite. Concrètement, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que là, aujourd'hui, surtout sur le sujet des achats, toutes ces nouvelles directives sont vraiment des occasions, des belles opportunités pour sortir du rapport de force qu'on a longtemps connu et réellement apprendre à travailler ensemble de manière collaborative, de manière solidaire, pour réellement créer de la valeur pour chacun. Merci. Martin, chez GRDF, vous avez pris le parti d'être très axé décarbonation, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous partager les initiatives que vous avez mises en place, du coup, non pas avec vos fournisseurs, mais avec vos partenaires, du coup? Il y a effectivement beaucoup de choses sur lesquelles je converge et je pourrais rebondir, qui viennent d'être mentionnées.
La décarbonation est effectivement un des piliers de notre stratégie RSE et je dirais plus loin de notre stratégie d'entreprise, mais pas que. Effectivement, il y a aussi tous les autres aspects environnementaux, l'aspect social, sociétal, etc. Et pour agir de manière optimale, l'idée c'est effectivement, dans un premier temps, c'est comment on va agir collectivement, comment on va faire bouger un écosystème. Il y a un adage qu'on connaît un peu tous, c'est « seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Et c'est un peu comme ça qu'on a décidé d'entreprendre des actions, je dirais, structurantes, des actions d'entreprise. On est GRDF, on distribue du gaz à 11 millions de foyers en France. Et pour faire ça, on a besoin de creuser des trous dans les différentes villes et changer les canalisations, maintenir, etc. Et pour faire ça, on a besoin de tout un tas d'interlocuteurs en interne, les acheteurs, les prescripteurs, les clients internes du coup, mais aussi nos territoriaux qui vont demain parler avec des élus qui viennent rédiger ce qu'on appelle un règlement de voirie. C'est ce qu'on doit respecter quand on creuse un trou sur un trottoir et ce qu'on doit faire après. Et bien évidemment, au-delà de ces collectivités, on a nos prestataires de travaux. L'idée, c'est de faire en sorte que, dans le cadre de cette démarche qu'on a nommée démarche chantier responsable, tout le monde puisse actionner les bons leviers au bon moment. Et pour faire ça, il faut d'abord commencer par un état des lieux de nos impacts. Si on ne sait pas forcément où on doit aller, très, très forte chance qu'on se dirige vers le mauvais endroit. On a réalisé une analyse de cycle de vie de nos chantiers qui nous a permis de savoir que, contrairement à ce qu'on le croyait, les plus gros impacts, c'est lié à la gestion des terres que l'on va extraire et celles qu'on va remettre, mais aussi à tous les engins qui vont transporter et qui vont être utilisés sur le chantier. Ça consomme beaucoup d'énergie. Et dans un premier temps, pour faire bouger cet écosystème, l'objectif, c'est de partager cette donnée qui est extrêmement précieuse pour savoir vers où on doit se diriger. En parallèle de ça, en réponse à ces impacts, on est en train de construire et bientôt de finaliser un kit qui vient lister l'ensemble des actions à actionner pour justement réduire ces impacts qu'on a identifiés dans la CV. L'idée, donc, c'est de mettre à disposition ces outils à l'ensemble de l'écosystème pour que justement chaque contributeur agisse à son niveau. On a parfois des prestataires de travaux qui nous disent « Ok, mais en fait, dans vos règlements, on n'a pas le droit de faire ça. Les collectivités ne veulent pas. » Et grâce à ces outils, on va aller voir les collectivités, on va leur dire « Vous nous exigez des performances sur ces sujets, la réglementation aussi. Malheureusement, on ne peut pas. Comment on fait pour que ça fonctionne ?» C'est le premier pilier que je voulais aborder avec vous, c'est finalement comment on agit en écosystème de manière collective. Donc ça, c'est vraiment de la collaboration, du partenariat. Pour rebondir sur le titre de cette conférence, le second pilier, c'est comment, dans notre processus achat, on va justement faire en sorte de favoriser les actions qu'on a pu identifier dans le cadre de cette analyse de cycle de vie et finalement tout ce qui contribue pour réduire les impacts. On a différents leviers. GRDF est un acteur public. Nous sommes soumis au code de la commande publique. Un code qui régit notre façon d'acheter. On ne peut valoriser, par exemple, uniquement le produit ou le service que l'on achète. Donc si je pense, par exemple, à vous qui êtes une petite structure qui n'êtes pas soumise au bilan d'émissions de gaz à effet de serre, si je suis dans le privé, je peux vous valoriser si vous l'avez fait ou si vous ne l'avez pas fait. Bien évidemment, les petites structures ont moins les capacités de le faire. Chez GRDF, on est soumis au code de la commande publique, donc je ne pourrais pas faire ça. En revanche, je vais pouvoir valoriser des actions que vous faites sur le service ou le produit que je vous achète. Ça permet d'élargir le champ des possibles et de moins discriminer les petites structures. L'idée, c'est donner les bonnes informations pour répondre à ces critères qu'on intègre dans nos consultations et aussi, demain, les transformer dans des clauses, voire ce qu'on appelle des clauses de progrès. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, un soumissionnaire n'est pas très bon que demain, il ne pourra pas l'être. L'idée, c'est de pouvoir leur offrir une possibilité de construire ce qu'on appelle des clauses de progrès pour qu'on co-construise effectivement ces différentes actions à mettre en place durant la durée de vie de notre marché pour qu'on s'assure d'atteindre des objectifs communs de décarbonation ou autres. Voilà. Merci. Philippe, je rebondis sur vous. En préparant la table ronde, vous m'avez partagé l'histoire d'Adélia, et notamment ce qui s'est passé il y a 5 ans. Vous êtes arrivé un peu par hasard, finalement, vous, sur le sujet achat responsable. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Alors, l'histoire d'Adelia, c'est une entreprise familiale qui est née il y a 35 ans, qui employait 5 personnes et qui réalisait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui s'est développée à la fois par croissance organique et par croissance externe sur un métier qui est un métier que vous avez tous connu au moment du Covid, qui est l'hygiène dans les milieux collectifs. Voilà. Donc nous, ça fait 35 ans qu'on fait ce métier. Et il y a 5 ans, mais il y a un peu plus que 5 ans quand même, il y a 5 ans, on a mis en application quelque chose qui vraiment nous tenait beaucoup à cœur, c'était de favoriser le plus possible des concepts et des systèmes de nettoyage qui soient très économes sur le plan carbone. On est dans un métier, moi j'ai tous les jours 150 voitures qui roulent, j'ai à peu près 60-70 camions qui transportent de la marchandise, peut-être autant de camions qui nous livrent dans nos entrepôts. Donc il y avait besoin de se poser la question de savoir comment on allait apporter un peu notre pierre à l'édifice. Et donc on a tout simplement eu l'opportunité de travailler avec des fabricants. Dans mon métier, les fabricants ne sont pas forcément que des multinationales. Il y en a, mais c'est aussi des PME. Et avec ces PME, comme vous le disiez, bien souvent elles se posent la question de savoir comment elles vont faire, parce qu'elles n'ont pas forcément les structures des grands groupes comme chez vous. Et donc ça oblige les entreprises, qu'elles soient ETI ou PME, à collaborer très fort sur la manière de travailler. Nous, dans notre monde et dans nos métiers et dans nos tailles, on n'élimine pas un fournisseur parce qu'il n'a pas mis en place tout ce qu'il fallait au niveau RSE. On travaille avec lui et on co-construit. Et donc, il y a 5 ans, on s'est mis à co-construire avec certains fabricants des concepts qui sont des concepts de centrales de dilution. Pour faire court, moi, mon métier, c'est de vendre des produits d'hygiène pour les collectivités. Et donc, on a co-construit des systèmes de dilution qui sont des systèmes de dilution qui nous permettent de livrer des produits ultra concentrés chez les clients et de faire en sorte que finalement les produits soient fabriqués sur le site de là où ils sont consommés. C'est un peu ce qu'on voit dans le métier de la grande distribution, dans le grand public, avec tous ces rayons de vrac qu'on trouve dans les magasins spécialisés. Nous, on a traduit ça dans le monde professionnel en créant des systèmes et des concepts basés sur des produits ultra concentrés. Et donc quand vous livrez des produits ultra concentrés, vous livrez moins d'eau, vous avez une poche de 2 litres de produits avec laquelle vous arrivez à fabriquer pas loin de 400 pulvérisateurs. Et ça permet justement d'écraser considérablement le bilan carbone de la chaîne de valeur du produit que vous commercialisez. Et le fait de faire ça avec un certain nombre d'entreprises de taille moyenne et de co-construire, il faut savoir qu'on est parti sur des systèmes de conditionnement qui sont plus des bidons plastiques, qui sont des bag-in-box, qui nous ont permis aussi d'envisager le recyclage et la reprise de tous ces bidons-là, et donc donner une deuxième vie à ces packaging. Une fois que vous faites ça, vous avez finalement, de manière incroyable, des opportunités business qui s'ouvrent à vous, et c'est ce qui nous est arrivé. En développant ces concepts qu'on a co-construits, on a co-investi pour fabriquer ou conditionner des poches de 2 litres. Il faut des machines de conditionnement spéciales. Nos fournisseurs PME n'avaient pas forcément les moyens de le faire tout seuls, donc on a été aussi avec eux investir sur des machines qui sont en copropriété aujourd'hui, qui sont bien entendu réservées en exclusivité à nos réseaux de distribution, et ça nous a permis effectivement de mettre sur le marché des concepts très innovants. Donc nous, on a pris le sujet de la RSE par l'innovation. Voilà. Et c'est vraiment en mettant en place des concepts très innovants que nous avons vu arriver des opportunités business, et on vit une croissance absolument incroyable au regard de la croissance de mon marché qui est assez stable. C'est un marché qui est assez stable, sauf pendant l'année 2020 et l'année 2021 qui ont été les périodes de Covid incroyables. Mais finalement, c'est un marché qui se développe de 2-3% par an. Nous, depuis maintenant 2-3 ans, qui est la phase de maturité que nous avons atteint au travers des innovations qu'on a mises sur le marché, eh bien, on a pu gagner des marchés, des grands marchés qui sont des marchés privés ou des marchés publics, parce qu'il y a une forte prise en compte justement de ce que vous disiez aujourd'hui. Moi, je suis fournisseur du public, ça représente à peu près une vingtaine de % de mon activité. Et donc, effectivement, on a vu fleurir dans les cahiers des charges des collectivités publiques, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient nationales, toute une série de critères de jugement
ce soit des jugements sur la partie environnementale, mais aussi sur la partie sociétale et sociale. Et donc, ces concepts et ces systèmes innovants, qui sont bien entendu éco-certifiés, éco-labellisés, enfin, on fait passer tous les labels qui vont bien à tous ces concepts, nous ont ouvert des portes. Donc moi, la RSE, je l'ai prise parce que j'ai estimé... Je l'ai prise en main parce que j'ai estimé qu'à notre taille, 300 collaborateurs, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a forcément un impact. Et puis nous, on est une entreprise familiale. On en est, moi, j'ai fondé ça avec mon père. Je suis actif depuis 35 ans. J'ai ma fille qui vient de nous rejoindre. Donc on est là pour durer. On s'inscrit dans la durée. Et donc quand on s'inscrit dans la durée, forcément, à un moment donné, on a intérêt à construire de la pérennité sur le long terme. Et donc finalement, en mettant en place ces innovations, on s'est aperçu que c'était fabuleux en termes de potentiel de développement. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà. Merci. Bon, en préparant cette table ronde, donc j'ai eu un peu de mal en fait à trouver un quatrième intervenant que je voulais absolument PME. Donc j'ai proposé à pas mal de gens, ils m'ont dit non, je me sens pas à l'aise de parler sur le sujet. Et ça me tenait à cœur parce que moi j'ai la conviction personnelle que c'est l'affaire de tous. Et au témoignage que vous donnez, c'est effectivement l'affaire aussi des PME. Donc Camille, vous êtes ma quatrième brique. L'entreprise PME, vous êtes une entreprise relativement jeune, créée en 2018. Vous êtes entreprise à mission, vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi ça vous semble, selon vous, important de s'intéresser à ces sujets ? En plus, vous, c'est votre business, c'est votre cœur d'activité. Exactement. Et c'est tant notre business que c'est ce qui était en fait la clé d'entrée de notre premier discours quand on allait voir des marques de mode. Donc nos tout premiers clients étaient les Galeries Lafayette, Zadig & Voltaire, des petits hauts. Et donc beaucoup de marques de mode qui en fait au début, si on revient 5 à 10 ans en arrière, qui pour la RSE étaient soit une branche un peu isolée des RH ou un département un peu individuel qui au départ s'est attaché aux achats externes. Donc c'était beaucoup, voilà, je commençais à mettre en place le tri dans le bureau, je forme mes équipes, mais c'était assez décorrélé du produit qui est finalement le cœur de l'activité des marques. Et finalement, quand on fait un bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3, en tout cas dans la mode, c'est quasiment plus de 90% de l'impact d'une marque qui est drivé par ce scope 3. Et ce scope 3, en fait, c'est quelque chose que les marques n'identifiaient pas. Et donc, c'est vraiment sur ce secteur que nous, on apporte de l'information. Et donc, en effet, c'est notre business. Notre business, c'est d'établir une carte d'identité sociale et environnementale de mon pantalon pour que la marque identifie ses leviers. Et donc, en fait, avant même de commencer à travailler sur des plans d'action de réduction, l'industrie de la mode est une industrie extrêmement opaque. En fait, il y a une culture de la non-transparence, en fait, du secret. Tout le monde a des secrets de fabrication dans le bain de teinture, un secret de fabrication sur la filature, et beaucoup d'agents. Et donc, en fait, notre première étape, quand on a créé cette boîte en 2018, c'était de remonter les filières de fabrication, de comprendre ce qui se passait sur le terrain. Donc, on a visité plus de 200 usines pour découvrir ce qui se passait aussi aux quatre coins du monde. Et donc, en effet, ces achats responsables, pour nous, passent par la traçabilité. Donc, identifier les acteurs et comprendre ce qui se passe. Et donc, je dirais qu'au début, c'était pas simple. On était vraiment un peu deux et seuls sur ce secteur à parler de ces sujets. Justement, encore à des départements très, je dirais... gravitationnel et isolé. Et en fait, depuis 2-3 ans, on voit que cette notion est revenue au cœur des fiches de poste, des directeurs qualité, des directions de production et du produit en tant que tel. Et ça a été un vrai shift pour nous. Non seulement les logiques d'achat responsable, mais au global plutôt d'éco-responsabilité sont revenues au niveau des directions. Donc c'est inscrit dans les feuilles de route ou dans l'ADN de la marque, avec plus ou moins de conviction parfois. Mais en tout cas, pour nous, ça a été un vrai levier. Et à tel point que maintenant, c'est un budget qui est vraiment rattaché au produit. C'est-à-dire que autant avant, il y avait quelques euros qui existaient. Aujourd'hui, c'est des vraies poches sur lesquelles les marques choisissent Fairly comme un outil, au même titre qu'ils ont des PLM. Donc nous, on est un PFM, donc Product Footprint Management System, qui permet d'identifier tous ces leviers donc sur la traçabilité et sur l'impact du produit.
Donc en effet, aujourd'hui, nous, les achats responsables, on entend vraiment une meilleure compréhension pour ensuite aider donc, à la fois la création, mais aussi la boutique à informer le consommateur de tout ce niveau d'information. Parce qu'en fait, l'achat responsable devient aujourd'hui un levier presque commercial, marketing et de communication pour nos clients pour en faire une force de vente. Et je dirais que maintenant, les leviers sont d'autant plus forts. Donc là, je venais sur une frise à horizon 5 ans, mais très proche. Depuis cette année, typiquement, on a la loi AGEC, donc, qui est une des premières lois, et au même titre que la loi climat-résilience dont tu parlais tout à l'heure, qui sont un peu deux volets de loi qui arrivent sur les sujets de traçabilité ou d'affichage aux consommateurs. Donc, pour le secteur de la mode et l'habillement, donc nous, on a AGEC qui oblige les marques à désormais mettre 3 nouvelles informations. Donc le Made in, qui à la base n'était même pas obligatoire. Il faut quand même dire qu'il y avait des sujets qui étaient assez aberrants dans cette industrie. Mais donc le Made in qui est l'assemblage. Et ensuite, 2 étapes additionnelles donc, que sont le tissage et ou l'impression et la teinture pour donc l'habillement et piquage et couture. Et donc pour la chaussure, quelques étapes différentes qui est vraiment un élément perturbateur donc au départ dans l'écosystème de la mode, mais qui aujourd'hui devient un vrai levier. Et enfin donc l'éco-score, donc qui est là plutôt rattaché au sujet climat-résilience, où l'information va être pondérée et visible au moment de l'acte d'achat pour le client. Et donc voilà, je dirais que l'achat responsable, là où il était plutôt cantonné à des achats externes, ou en tout cas ce scope finalement 1 et 2, aujourd'hui redescend vraiment sur du scope 3 et en tout cas plus que juste un aspect clinique et hygiénique. Maintenant, c'est un devoir et ça arrive jusqu'au cœur du produit fini du client, jusqu'aux oreilles du consommateur. Merci. Philippe, je reviens à vous. Vous sentez que les choses changent avec vos partenaires, finalement. Comment ça se matérialise, vous, auprès de vos donneurs d'ordre Alors, ça change en aval et ça change en amont. Hein. Ça change de tous les côtés. Du côté des donneurs d'ordre, des clients, la majorité, l'intégralité aujourd'hui des consultations auxquelles nous devons répondre, qu'elles soient dans le public ou qu'elles soient dans le privé, intègrent un critère de notation très fort sur la partie RSE de l'entreprise. Donc livret RSE, EcoVadis, bilan carbone, on doit montrer patte blanche à tous les égards et on doit aussi surtout mettre sur le marché des produits sur lesquels on va pouvoir un peu tracer la vie et proposer des alternatives à tous les produits polluants que nos clients consomment depuis des années et des années. Donc on arrive sur des solutions alternatives qui sont des mixtes entre des produits chimiques traditionnels, des produits à base de matières actives d'origine végétale, des produits à base de matières actives d'origine animale, des concepts qui vont venir en blanchisserie, dans le domaine de la blanchisserie, compléter la chimie en mettant des générateurs d'ozone. Enfin, ça bouge très très vite sur des solutions alternatives pour justement avoir des concepts qui soient de moins en moins polluants. Ça, c'est... Et ils attendent de vous que vous soyez proactifs dans les solutions. Ils attendent de nous tout. Ils attendent de nous que nous soyons force de proposition. Des fois, on répond à des cahiers des charges et à des appels d'offres où il n'y a même pas la notion de définition de produit. C'est-à-dire que faites-nous des propositions éco-responsables. On a répondu à un appel d'offres d'un groupe de maisons de retraite que je ne nommerai pas, bien entendu, d'à peu près 200 maisons de retraite en France. Et les maisons de retraite, ils ont eu quelques soucis il y a un an. Aujourd'hui, c'est la petite enfance. On est à la fois fournisseur du monde des EHPAD, vous avez les deux, vous. mais aussi de la petite enfance. Bon, très clairement, ces gens-là, ils ont la nécessité absolue de mettre de l'ordre dans leur fonctionnement. Et ça passe aussi par nos systèmes, par nos concepts, par l'hygiène de l'établissement, etc., etc. Tous ces gens-là, aujourd'hui, sont en majorité détenus par, en partie, des fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement, quand ils rentrent dans ces groupes, ils définissent comme étant devenu stratégique le fait de partir sur une stratégie, une politique RSE très affirmée. Donc ça passe forcément par leur politique d'achat et par les acheteurs qui mettent là-dessus. Et puis vous les voyez plus régulièrement aussi, c'est ce que vous disiez. Alors, nous, effectivement, quand vous... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de mon métier, mais quand vous accompagnez un établissement, une maison de retraite de 80 lits et qui emploie des opérateurs de nettoyage qui, depuis 20 ans, font toujours la même chose, et du jour au lendemain, vous leur dites on va arrêter de désinfecter ou de nettoyer avec des produits chimiques, on va maintenant mettre en place des process qui sont des process à l'eau, ou à l'eau ozonée, forcément, si vous
n'y êtes pas chez le client, si vous ne l'accompagnez pas, ça ne marche pas. Donc nous, ça nous oblige d'une part à renforcer nos équipes sur le terrain, parce qu'il faut qu'on soit extrêmement présent sur le terrain, et ça nous oblige aussi à investir chez le client. Nous, on investit chez le client en mettant en place des systèmes de dosage qui permettent d'aller diluer des produits de manière très très fine. Donc on a un fort impact aussi en termes d'investissement pour le suivi et l'accompagnement de nos clients. Oui, je me permets juste un rebond pour faire un petit benchmark, ça m'intéresse. Vous avez parlé de critères RSE très forts. Vous avez un peu une idée du pourcentage moyen dans la pondération Dans la pondération, aujourd'hui, selon les types de clientèle entre le public et le privé, mais on est de l'ordre de 30 à 40% de la note. Voilà. 30 à 40% de la note. Et ça peut aller plus haut aussi. Et donc, le critère prix, le critère qualité, le critère service, etc. Mais on a des dossiers sur lesquels on sait qu'il y a 30 à 40% de la note qui est liée à notre dossier RSE et au concept qu'on propose. D'accord, donc c'est pas 30 à 40% dans un critère technique, c'est indépendant. C'est-à-dire que si je suis un prestataire ou un fournisseur comme vous qui ne fait rien en RSE, je perds un tiers de la note. Je perds mes marchés. Oui, ouais, je perds mes marchés. Je suis éliminé du marché. Okay. Voilà. Okay. Donc c'est un peu un enjeu stratégique et vital. Ouais. C'est très clair. Celui aujourd'hui qui ne prend pas ce virage-là, dans mon métier comme dans d'autres, je pense, il a tout souci à te faire pour les années à venir. Ça c'est clair. C'est clair. Merci. Chez GRDF, c'est combien? Est-ce que c'est public? Alors, on a récemment changé ça. Je posais cette question et je mentionnais parfois la double pondération. Précédemment, nous, en fait, on mettait 10 à 20%. Mais d'un critère technique qui lui-même était de 40%. 10% de 40%, ça fait 4%, c'est pas du tout discriminant. On a récemment, ça fait un peu plus d'un an maintenant, changé ces seuils et c'est à minima 10%, ça peut aller à 20, voire au-delà, mais on se rend compte qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est ce qui va peut-être faire gagner un soumissionnaire plutôt qu'un autre. Et donc ça va vraiment mettre en mouvement nos fournisseurs, nos soumissionnaires, mais aussi ça va exiger une forme de robustesse de la part de nos acheteurs pour s'assurer que ce que l'on va valoriser, c'est bien conforme à ce que l'on achète et qu'on puisse le noter de manière pertinente. Je veux juste rajouter une chose par rapport à ce que vous dites, c'est que la RSE, ça rabat les cartes. C'est-à-dire que moi, dans mon marché, dans mon métier, je fais 80 millions, j'ai 2 leaders qui en font 400. Donc des sociétés qui font 400 millions, c'est des sociétés qui ont un tant soit peu un peu moins d'agilité que nous. Et aujourd'hui, à ma taille, je suis capable d'aller chercher des dossiers et des marchés parce que j'ai avancé beaucoup plus vite que certains gros opérateurs et grosses agences sur mon marché qui ont un peu moins d'agilité que ce qu'on peut l'avoir quand on est 300 par rapport à quand on est 1000 ou 1500. Voilà. Alors, c'est pas vrai de tout, c'est pas vrai de tous les industriels ou tous les opérateurs, mais en tout cas, adopter une stratégie RSE dans son entreprise, ça ouvre des opportunités et ça permet d'aller prendre des dossiers, gagner des clientèles qu'on ne pouvait pas forcément gagner quand on ne se battait que sur des critères qui étaient des critères assez traditionnels et classiques de prix, de taille, d'analyse financière, etc., etc. En tout cas, moi, c'est mon témoignage aujourd'hui. Camille, vous vouliez rebondir? Ouais, je rebondis parce que c'est vrai que c'est des sujets qui ont beaucoup bougé. Encore une fois, nous, à notre échelle, l'outil Fairly Made, c'est un logiciel qui est généralement utilisé par les acheteurs. Donc, ils vont avoir l'information de la traçabilité et de la mesure d'impact du produit. Et ensuite, ça transite ou pas, d'ailleurs, au marketing et à la communication. Et alors, récemment, on a des marques qui sont soumises au devoir de vigilance, donc qui est une loi un peu ancienne maintenant, mais qui continue à vraiment faire bouger les lignes, mais qui, je dirais que c'est une lettre morte, mais en tout cas, tout le monde ne l'adoptait pas, on va dire, avec beaucoup de rigueur. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette notion de vigilance, elle redescend, puisqu'elle est visible typiquement dans un logiciel comme le nôtre, elle redescend de manière beaucoup plus concrète. Et là où, en effet, il était évoqué qu'on peut gagner des marchés, finalement, là, on réalise qu'il y a des usines qui, quand elles ne jouent pas le jeu de la transparence, donc quand elles ne déclarent pas leurs usines de rang N-1, de rang N-2, ou qu'elles ne répondent pas à certaines questions, et au bout de 2 collections, elles sont déréférencées par nos marques. Et donc ça a été un vrai shift, c'est qu'aujourd'hui, les usines peuvent perdre des marchés concrètement face à ces cahiers des charges qui se renforcent. Et on a des clients qui inscrivent dans les conditions générales d'achat, répondre à Fairly Made signifie s'engager dans la transparence et fait aujourd'hui partie du cahier des charges sous condition, sinon de ne plus passer commande au gré des différentes collections.
À chaque fois, il y a des alertes quand même. On ne découvre pas ça du jour au lendemain. Hein. C'est ce que vous disiez. Il y a des partenariats qui se montent. Donc on se voit plus souvent. Là, il y a des alertes. Voilà, c'est ça. Mais c'était pour aussi vraiment donner un écho au titre de la discussion. Mais c'est que je pense qu'il y a deux approches. Il y a soit les coups de volant un peu brusques, mais qui ont pour réflexe aussi de créer un démarrage et créer aussi vraiment un élan pour les différents fournisseurs. Et après, en effet, il y a des rampes d'accompagnement. Et donc, c'est là où c'est intéressant de voir à quel point les marques jouent le jeu. Mais voilà, chacun le choisit, enfin, en tout cas, va avoir cette posture ou d'accompagnement ou d'arrêt de passage de commande. Mais ce qui est étonnant, en tout cas, c'est la vitesse à laquelle aujourd'hui ça prend dans les différentes réactions. Pierre, rebondir ? Oui, exactement. Alors, concernant ce que vous avez dit, je me réjouis en tous les cas d'entendre ça, parce que c'est trop souvent vu comme une contrainte, la RSE. Et souvent, on nous pointe du doigt parce que, peut-être parfois à juste titre, mais j'ai pas forcément tout le temps l'impression, ça va exclure les TPE, PME. Eh bien non, au contraire, c'est justement grâce aussi à la commande publique et justement le fait de pouvoir valoriser des actions concrètes, un levier pour justement donner une opportunité à ces structures qui n'ont pas les capacités d'avoir un QSE, d'être certifié ISO 14001, d'avoir un bilan carbone, etc. Et on a pu se rendre compte dans le cadre de variantes environnementales, c'est peut-être un peu ce que vous avez mentionné tout à l'heure, qu'on va laisser l'opportunité à nos soumissionnaires de tout simplement faire une offre complémentaire, alternative à l'offre classique, qui va prendre en compte par exemple une considération environnementale. Et bien ça, par exemple, ça peut, effectivement, j'ai un exemple très précis, on a référencé sur des travaux une boîte, une PME, qui a été performante sur ces sujets, contre un grand faiseur que l'on connaît. Et sur ce que vous disiez également, sur l'aspect, sur la réponse à la question de cette table ronde, pardon, je pense que choisir ou évincer un fournisseur ou l'accompagner, j'ai envie de dire un peu les deux, mon capitaine. Comme je le disais, on va avoir cette notion d'accompagnement qui est indispensable, mais naturellement, quand on a des leviers achats qui sont forts, avec des critères forts, eh ben on va le faire naturellement. C'est un peu le cours de l'histoire. Si nos fournisseurs ne font rien et qu'ils ne se dirigent vers le chemin que l'on prend, et ben, très rapidement, on se rend compte qu'effectivement, on ne sera plus sur le même chemin et ils vont être évincés par nos processus achats. Et donc, Martin, ce serait quoi vos conseils finalement, vous, pour une entreprise qui travaille avec vous, qui se lance et qui aurait des difficultés de financement peut-être, ou qui vous dirait c'est pas évident pour moi, je ne sais pas si j'ai les reins tout de suite. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Je commencerai par dire que ils doivent très certainement déjà faire de la RSE, parce qu'il y a plein de leviers que des TPE, des PME ou toute entreprise mettent en place parce que ça crée des économies. Et c'est aussi quelque chose que j'essaye un peu de déconstruire. Non, la RSE, ça coûte pas toujours de l'argent. Au contraire, une bonne partie, ça fait économiser de l'argent. Je vous parlais tout à l'heure de notre démarche chantier responsable. On met à disposition un kit chantier responsable. C'est un document de référence où il y a tout un tas d'actions. On a aussi eu envie, de manière très précise, de quantifier le poids économique de ces actions. Est-ce que c'est un surcoût ? Est-ce que c'est un gain ? Et de quantifier les impacts en termes de gaz à effet de serre notamment. Et bien on se rend compte que dans ces actions, il y en a une grosse partie qui engendre des gains économiques. Et donc, dans un premier temps, j'aurais tendance à bien évidemment aiguiller des TPE, PME vers ces actions. Si c'est difficile de les identifier, de ne pas hésiter à venir challenger et partager cette volonté auprès du donneur d'ordre, du partenaire, pour justement pouvoir faire en sorte d'avoir ces actions qui soient flaguées par nous, par exemple. Il y a des dispositifs également qui existent, mais qui sont tout simplement pas connus par certains de nos fournisseurs et des TPE. La BPI a notamment un dispositif décarbonation qui permet de faire des bilans carbone subventionnés avec la mise en place de plans d'action et des prestations de conseil à des coûts très compétitifs. C'est des coûts qui n'en sont même pas pour moi, dans le sens où les actions qui vont être mises en place par la suite vont engendrer un gain. Et ça, c'est notre devoir en tant que donneur d'ordre de pouvoir accompagner l'ensemble de cet écosystème. Mais parfois, on est un peu pris dans notre activité et c'est difficile de pouvoir agir avec tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important aussi que nos TPE, PME peuvent venir vers nous et nous demander justement comment on peut les accompagner.
Vous évoquiez tout à l'heure que finalement faire de la RSE, ce n'était pas nécessairement plus cher. Je discutais tout à l'heure avec un dirigeant d'ETI. Et pour le coup, lui, il est obligé d'avoir un catalogue parce qu'en fait, ses interlocuteurs en face, ils ont pas de PC souvent. Donc, les directeurs de piscine, ils n'ont juste pas de PC. Donc, on a beau leur envoyer un catalogue en ligne, ça leur sert pas à grand-chose. Donc, il me dit, moi, je suis obligé d'avoir un catalogue. Je suis allée voir mon prestataire parce que j'ai changé un peu ma gamme. Et en fait, il m'a proposé des catalogues, mais qui n'étaient pas éco-certifiés, qui n'étaient pas avec du papier recyclé. L'encre n'était pas végétale. Enfin bon, il n'y avait rien du tout en termes de label. Et il m'a dit non, moi, j'imprime pas un catalogue si j'ai pas quelques critères. Il m'a dit donc vous refaites votre copie, vous allez chercher d'autres prestataires, mais moi, je signe pas avec vous si vous n'êtes pas capable de me faire une proposition. Il avait des propositions qui, commercialement, en termes de tarifs, étaient plutôt intéressantes. Il avait, je crois que les prestataires les moins chers, il m'a dit, ça devait être au Portugal ou en Roumanie, quelque chose comme ça. Son commercial cherche. Il finit par trouver quelqu'un, un Français, à Arras, qui était encore moins cher et qui était certifié et qui proposait un super produit. Donc, il me dit, bah, moi, là, j'ai un super exemple. Il a fallu chercher, c'est vrai, c'était pas facile, mais on est hyper content d'avoir trouvé ce qu'on a trouvé, et c'est sûr que c'est le prestataire qu'on va garder pour les prochaines fois. Non seulement c'est en France, donc c'est à côté, Arras, c'est pas très loin quand on est en Île-de-France, ça me coûte moins cher, et en plus c'est certifié, et je sais que c'est un meilleur produit. Donc, voilà. Et à l'échelle du consommateur, maintenant, donc vous Camille, vous êtes sur la mode, donc le consommateur, vous l'informez mieux, ça fait probablement de plus en plus partie de nos réflexes quand on achète un nouveau vêtement, de regarder où il a été fabriqué, quelles sont les matières. Est-ce que vous constatez un peu un effet Yuka avec votre solution ? Oui, complètement. Je pense que le réflexe, en tout cas, de poser la question est arrivé... alors, le Covid a été un gros catalyseur, parce que les gens ont réalisé que leur placard était déjà plein et qu'il y avait beaucoup de choses déjà présentes. Mais aussi, je pense, drivé par l'industrie agroalimentaire, qui parle de traçabilité depuis un peu plus longtemps que l'industrie de la mode. Donc oui, il y a quelques questions qui émergent. Je dirais qu'il y a eu une accélération post-Covid, justement, de par cette prise de conscience globale. Là, on voit quand même une contraction, et c'est vraiment dû au contexte économique. C'est aussi contraction du pouvoir d'achat qui fait que, malheureusement, et ça j'en parle parce qu'il y a beaucoup de petites marques très engagées qui sont obligées de mettre la clé sous la porte parce qu'en fait, et Shein et Zara reprennent des grosses parts de marché de par finalement la contraction du portefeuille. Donc voilà, c'est assez délicat de dire, et ce serait hypocrite de dire que le consommateur aujourd'hui regarde ça dans l'ensemble de ses achats. En fait, aujourd'hui, en effet, l'euro compte. Par contre, ce qu'on constate, et c'est encore une fois de par ce cercle vertueux de la réglementation, que les réglementations vont commencer à essayer de créer des écarts entre des marques qui ont justement des démarches vertueuses, pas que sur le S ou sur le E, mais aussi sur le G de gouvernance. Donc je pense au sens assez large, mais même dans les modèles économiques. Donc là, typiquement, l'EcoScore qui est en train d'être travaillé, on fait partie des groupes de travail, inclurait une notion de fast fashion, donc typiquement de rotation de la collection, d'incitation au réachat et à finalement l'incitation à une mode jetable dans des critères dégradants de la note. Alors, ce ne sera plus une note ABCDE, mais une sorte de critère, de score unique environnemental. Donc voilà, je dirais qu'il y a eu un vrai élan. On voit que les gens lisent. Et alors le scan, alors encore une fois, un effet positif du Covid de par les QR codes sur les tables de restaurant. Le réflexe du téléphone est plus présent. Mais voilà, il faut être lucide sur le fait que le prix reste aussi aujourd'hui un gros driver. Donc maintenant, il faut concilier obligation légale avec ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire français, européen, mais aussi partout dans le monde. Je pense aux États-Unis là, qui ont mis des règles douanières sur les importations. Donc à quel point je connais les différentes étapes de fabrication de mon produit quand je dois passer une frontière américaine. Et ça, je pense que ça a du positif. Ça permettra en tout cas sur le long terme aux marques de réajuster leurs marges et au profit d'un peu plus de transparence. Il faut aussi peut-être espérer que ceux qui ont des mauvaises notes travaillent pour les améliorer et donc du coup qu'on soit un peu tous gagnants. Oui. Après, un des combats, c'est de s'assurer que ce ne soit pas ceux qui aujourd'hui ont les plus grosses équipes en RSE de par leur taille, parce qu'encore une fois, pour les nommer, mais les gros acteurs de la fast fashion ont beaucoup de leviers pour justement comprendre mieux les notes et essayer
de faire jouer en leur faveur ces notations. Mais en tout cas, j'ai bon espoir sur le cran du dessus en termes de pratique. Ça s'est déjà vu, hein, le devoir de vigilance à jouer. On parlait du Rana Plaza, qui était un désastre social qui a eu lieu justement au Bangladesh avec l'effondrement d'un bâtiment qui a causé la mort de milliers de personnes dû au manque d'attention portée sur les bâtiments. Et en fait, voilà, je pense qu'il y a des logiques, encore une fois, réglementaires et contraignantes au départ, qui aujourd'hui arrivent en cascade. Et ce qui fait que les conditions d'achat sont plus strictes, les cahiers des charges sont plus stricts, des outils comme Fairly Made permettent d'apporter de l'information. Et on a l'impression qu'en tout cas dans les réflexes d'achat, et ça vraiment je reviens au niveau de formation et à quel point aussi on voit comment la marge n'est plus le seul indicateur d'achat maintenant dans les cahiers des charges, mais qu'on a aussi des acheteurs plus conscients qui intègrent ces logiques justement de pondération dans le cahier des charges ou dans le bon d'achat initial. Au niveau de la formation des acheteurs, c'est vrai que c'est pas forcément dans leur culture. Qu'est-ce qui est fait chez GRDF? Est-ce que vous constatez chez la Pareto? Oui, justement, nous, au niveau des retours d'expérience, en tout cas de nos grands comptes, après Martin, je te laisserai compléter, parce que tu es plus au fait encore, c'est vraiment au tout début. Donc, certains, effectivement, l'ont totalement intégré dans leur système d'intégration, dans leur système de suivi et de montée en compétence de leurs collaborateurs, ce qui est extrêmement intéressant et judicieux, parce qu'effectivement, ils se retrouvent à devoir... Leur métier évolue. Les acheteurs sont vraiment en train de transformer leur métier. Ils sont aujourd'hui en train de devoir comparer des critères qui ne sont pas comme un prix qu'on compare facilement, des euros à des euros. Là, on compare des critères. Il faut savoir effectivement quels sont les bons critères, comment les comparer, comment les piloter et comment derrière cela va répondre surtout à l'enjeu principal. C'est pas uniquement pour s'aligner à une réglementation ou quelque part pour avoir une bonne notation en interne. C'est vraiment pour à la fin, justement, arriver réellement à diminuer son impact carbone ou à diminuer effectivement son impact social au sens large. Donc ça, c'est vraiment important. Et nous, c'est un retour qu'on a souvent de la part des acheteurs qui, par moments, nous disent effectivement, on comprend que ça peut être une injonction supplémentaire qu'on demande aux PME, mais en fait, c'est par méconnaissance. Donc, ça va arriver. Ils sollicitent de plus en plus. Alors, pareil, c'est comme les grandes entreprises, ce sont comme les petites entreprises. Il y a des niveaux de maturité différents. Et du coup, on voit bien que ceux qui ne sont pas encore emparés de la formation de leurs acheteurs, les mettent quelque part en péril. Et c'est ceux qui, justement, créent un écart avec leurs fournisseurs, puisque en fait, ils sont un petit peu hors sol par moment au niveau des critères qu'ils peuvent demander. Avec à la fin une finalité qui a au fond peu d'impact. Et c'est vraiment dommage parce que justement derrière ça peut décourager aussi certains dirigeants de TPE-PME de répondre, et là je pense notamment à certains acteurs publics qui nous confient ça, en nous disant nous on a tellement de marchés qu'on ne peut pas tout comprendre. On ne sait pas la spécificité de chaque produit et donc on a besoin effectivement d'être accompagné, et c'est d'ailleurs pour ça que derrière ils font certains la démarche d'aller au contact des acteurs de leur territoire pour justement pouvoir s'aligner et être en accord quelque part avec les critères à mettre. Ouais, je rebondis sur la formation parce que j'ai une anecdote, mais en gros j'ai été rappelée par mon école. Donc j'ai fait une école de commerce, Toulouse Business School, et je suis sortie en 2016. En 2018, je lance Fairly Made, et en fait il n'y avait pas de cours à proprement parler sur les achats responsables. Donc il y avait des cours en supply, il y avait des cours très élaborés sur la supply chain et les achats au sens large. Mais du coup, ils ont eu besoin de quelqu'un de 25 ans qui revienne en école pour recréer un cours sur les achats responsables. Et donc, syndrome de l'imposteur au départ, j'étais en mode, je sais pas, j'ai pas la notion réelle de ce qu'est créer du coup du contenu et structurer un cours. Mais en fait, ça a été un des cours, j'étais top 2 des cours en Master 2 sur justement la track supply, parce qu'en fait, ça a ouvert les chakras sur des sujets de l'achat responsable existe dans tous les secteurs, que ce soit du produit fini, du service, et on arrivait à faire un exercice justement, que ce soit dans les médias ou dans la cosmétique, sur challenger son schéma d'approvisionnement pour interroger des meilleurs critères, adresser la RSE avec un pourcentage fort dans le choix et dans les appels d'offres. Et en fait, c'est je pense, un sujet tellement neuf
que ça a moins de 5 ans et que maintenant seulement on voit des vrais parcours d'entreprise, enfin des parcours de formation se créer et sur des formations initiales et sur des formations complémentaires. Des acheteurs responsables dans les grands groupes pour l'instant comme vous, mais bien souvent ce qui se passe c'est que d'abord il y a une génération d'acheteurs qui sont là, ils ne vont pas partir parce qu'ils n'ont pas été formés aux achats responsables et donc ils sont là. Ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises d'une certaine taille, c'est qu'il y a des directions RSE qui se montent et nous on a tendance maintenant à parler dans le cadre d'une soutenance à la fois à la direction RSE et à la direction des achats. Et l'acheteur n'est pas autonome sur ces sujets. Donc il a besoin quand même de se faire aider dans ses choix, dans ses objections, dans ses argumentations, dans ses demandes. Il est obligé de se faire aider par la direction RSE. C'est ça qu'on observe nous aujourd'hui. Ouais. Martin, du coup Je suis d'accord, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Déjà, effectivement, l'acheteur responsable qui naît comme ça responsable, ça n'existe pas. On a tous des sensibilités différentes, certains plus que d'autres qui vont pouvoir mieux agir sur ces sujets. Et l'idée, c'est de l'accompagner. Mais avant tout, ce qui est primordial, c'est de pouvoir faire en sorte que dans la gouvernance de notre entreprise, les aspects RSE soient stratégiques. On aura beau former les meilleurs acheteurs responsables, si la DG et le COMEX nous dit qu'il nous faut du cost killing, il ne pourra rien faire. Premier point. Deuxième point, on met trop souvent les achats responsables sur la responsabilité uniquement des épaules des acheteurs. Comme je le disais, c'est un écosystème, c'est un collectif. Si on met que les acheteurs, on va aller vite. Si on met les prescripteurs, les fournisseurs, on ira loin. L'idée, c'est de justement pouvoir former cet écosystème interne et dans l'idéal externe aussi, avec des formations qui soient les plus pédagogiques, interactives, ludiques, opérationnelles, et par la suite mettre en place des outils qui soient eux-mêmes les plus pragmatiques, accessibles, qui ne demandent pas trop de temps et au contraire qui facilitent le quotidien des acheteurs et des prescripteurs. Et c'est ce qu'on essaye et ce que j'essaye de faire chez GRDF, mais en tous les cas, si ces 3 dimensions ne sont pas respectées, un engagement fort de la direction, une démarche collaborative avec à la fois prescripteurs, acheteurs et utilisateurs des contrats, voire fournisseurs, et pour terminer aussi des outils les plus pratiques, opérationnels, etc., ce sera impossible. Voilà, témoignage personnel. Ce week-end, j'ai discuté avec un élu de ma ville. Et donc, ils ont eu l'initiative, parce qu'ils avaient des acheteurs qui étaient formés, de se dire on va mettre plein de critères dans le nouveau contrat du prestataire pour la cantine scolaire. Super idée, pourquoi pas? Et en fait, ils ont dû oublier de mettre des critères adaptés au marché. Ils ont dû oublier de bien solliciter l'écosystème autour d'eux, parce qu'en fait, ils se retrouvent avec uniquement 2 prestataires qui sont les très très gros, très habituels. Et tous les prestataires locaux qui proposent des choses super, mais qui ne rentraient pas dans les cadres, ils se sont même pas tentés de répondre à l'appel d'offres. Voilà, donc ça illustre bien qu'effectivement, un acheteur formé, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et même s'ils étaient prêts à mettre un peu plus cher, c'était pas suffisant non plus. Il fallait la brique écosystème, donc ça fait écho. Et Philippe, si je rebondis, parce que il faut les acheteurs, mais il faut aussi les commerciaux. Il faut qu'ils soient formés pour mettre en avant ces évolutions. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Moi, je dis toujours à mes équipes, j'ai une centaine de commerciaux sur le terrain. Bien entendu, dans nos métiers, c'est des métiers où on est un peu expert. Donc, plus on prend de la bouteille, plus on est expert. Donc, aujourd'hui, quand on a 40, 45 ans et que pendant tant d'années, on a commercé d'une certaine manière, il faut se remettre en question. Et donc, nous, on est sur des programmes de montée en compétences. Parce que, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai lancé avec 200 collaborateurs de mon groupe le projet Décarbonation. Et je pense qu'il faut insuffler auprès de nos équipes, qu'elles soient d'ailleurs les équipes commerciales et les équipes internes, tout ce vocabulaire, toutes ces notions qu'ils entendent dans la presse, mais qui n'est pas concret pour eux, et les rendre concrets par la formation des gens, permet de faire notamment de nos commerciaux des vrais ambassadeurs. Et nous, on est sur vraiment un enjeu de transformation là-dessus, parce que notre métier est un vieux métier.
où on vendait plein de produits polluants et on doit complètement se remettre en cause nos méthodes. Et des fois, on est même obligé de faire de l'anti-vente pour développer les enjeux RSE, les enjeux écologiques. C'est-à-dire que, contrairement à ce que j'entendais tout à l'heure sur des notions de valeur, nous, dans notre métier, mettre en place des concepts éco-responsables, c'est aussi amener des économies à nos clients. Et donc, quand vous expliquez à un commercial que finalement, il va devoir pousser un certain nombre de concepts éco-responsables au détriment de son chiffre d'affaires, donc de son salaire, etc., c'est quand même un sujet qui est un sujet touchy. Voilà. Surtout si c'est indexé sur sa prime, Exactement, ça peut paraître contre-intuitif pour donc, le commercial. Nous, on a des enjeux de transformation là-dessus. Et le véritable argument à tout ça, c'est que si on ne le fait pas, d'abord on perd des clients, et si on ne le fait pas, on n'en gagne pas de nouveaux. Voilà. Donc il y a une prise de conscience, mais ça s'accompagne. On accompagne les clients, mais on accompagne aussi nos collaborateurs dans ce schéma en tant qu'ambassadeurs de ces sujets. Voilà. Tu veux rebondir, Camille ? Oui, simplement sur la partie embarquée, je pense qu'il y a des pratiques aussi que nous, on s'applique, c'est embarquer les équipes en usine. Donc notre métier, c'est de remonter les filières de fabrication des produits. Concrètement, la semaine dernière, on était en team building, on a emmené 60 personnes, et donc beaucoup de commerciaux, beaucoup de développeurs, voir une très belle usine qui s'appelle Bugis, qui fait du tricotage à côté de Troyes. Et en fait, ça ouvre les yeux et ça rend tangible. Et je pense que ce pont entre la feuille qui est celle critérisée de l'appel d'offres et en fait la réalité terrain, c'est créer de l'émotion aussi entre ce cahier des charges et ce qui se passe vraiment. Et vraiment, c'est un sujet important. Et une de nos premières pratiques, avant même que les réglementations existent, ça avait été d'emmener nos clients en factory tour. Et donc, je pense à Camailleux à l'époque, qui était un de nos premiers clients. Et on avait embarqué sur l'initiative aussi de leur direction des achats 4 personnes justement en usine pour leur montrer à quel point il y avait aussi de la progression sur l'engagement d'une usine et qu'est-ce qui pouvait aussi transparaître et transpirer jusqu'à l'étiquette du produit fini. Et voilà, je pense que c'est important de recréer du lien entre ce qui se passe concrètement et cette fameuse fiche et ce critère d'appel d'offres. Amélie, vous qui êtes au contact PME, grands groupes, ETI, finalement, selon vous, qui c'est qui aura le plus à s'adapter, qui c'est qui est le plus prêt? Parce qu'on pourrait se dire que c'est les grands groupes qui sont les mieux armés, mais il y a de l'agilité chez les PME et chez les ETI. Oui, tout à fait. Je pense que c'est compliqué de répondre à la question, mais vous le savez bien. La réalité, en fait, c'est plutôt de se dire quelles sont les difficultés à surmonter. Donc, effectivement, d'un côté, donc, de toute façon, chacun a des forces et des faiblesses et qui sont pratiquement en miroir l'un de l'autre. Donc, forcément, pour l'ensemble des dirigeants de TPE-PME, l'agilité, l'innovation et aussi des convictions fortes qui sont souvent incarnées de par l'historique en fait, de l'activité, notamment pour des entreprises du territoire, de père en fils, etc. On sent qu'il y a cette démarche en fait, dans cet ADN. Et souvent, malheureusement, c'est un manque de savoir-faire dans le sens où ils ne savent pas présenter leur offre. Parce que quand on parle RSE, souvent ils se disent nous, on ne sait pas trop si on en fait, alors qu'en fait, ils en font foncièrement, mais malheureusement, ils ne savent pas la mettre en avant. Parce qu'ils se disent, là, en ce moment... Voilà, tout le monde focus uniquement sur l'impact carbone. Moi, j'ai pas fait mon bilan, donc j'en fais pas. Mais c'est pas ça. La RSE, c'est global. C'est des enjeux environnementaux et sociétaux, mais sur lesquels forcément chaque entreprise, d'une façon ou d'une autre, y contribue. En tout cas, essaie d'y contribuer à sa façon. Donc ça, c'est le premier point. Donc, est-ce qu'ils sont à l'aise ? Pas oui toujours. Et non. Voilà. Par contre, est-ce qu'il y a de l'envie ? Oui. Il y a beaucoup d'envie. D'ailleurs, nous, l'association, pour référence, en fait, elle émane d'une autre association qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, qui est une des plus anciennes associations patronales et qui a comme leitmotiv depuis sa création de mettre l'économie au service de l'homme et de l'environnement. Donc c'est bien aussi dans l'ADN justement de la plupart de nos adhérents dirigeants de TPE-PME qui sont aussi adhérents du CJD d'être justement en avant sur ces sujets. Après, une autre problématique, parce que j'entendais tout à l'heure que par moment la RSE, ça ne coûte pas forcément d'argent.
Alors oui, c'est vrai, et à la fois ça peut en coûter, ne serait-ce qu'en termes de temps. Les organisations n'ont pas forcément, ne serait-ce que la taille suffisante pour pouvoir mener toutes les actions. Et aussi, on voit que par moment, il y a une difficulté aussi à légitimer ces actions RSE. Parce que certains grands groupes ou certains grands comptes peuvent demander telle ou telle certification, telle labellisation. Et comment, en fait, j'avais entendu ce chiffre qu'il y avait environ 2000 labels et certifications RSE en France, je crois. Comment faire le tri? Comment faire le choix? Quel est le bon label qui en plus demande du temps si on s'inscrit dans une démarche de labellisation, au-delà même de l'argent, ou d'une démarche de certification? Lequel choisir? Et ça, du coup, c'est toute la question. D'où l'intérêt aussi d'aller au contact pour les PME des grands comptes pour leur poser la question et savoir réellement, aujourd'hui c'est ça, mais demain ça le sera aussi, quelle est la stratégie long terme? Dans quoi est-ce qu'on s'inscrit? Et pour parler justement des grands comptes, donc on a déjà évoqué tout ce qui était formation, voilà, de manière globale, on voit bien que effectivement, comme Martin l'a dit, la vraie différence de ceux qui sont plus à l'aise ou non, c'est ceux qui ont effectivement une stratégie RSE incarnée. Ils font pas de la RSE, ils sont RSE. Et ça parle de la gouvernance, et ça, nous, on le ressent vraiment, parce que la plupart de nos adhérents grands groupes vraiment incarnent la RSE, on le voit bien au niveau de la direction. Ils ne sont pas juste là pour s'aligner à des critères imposés, mais bien réellement pour leader le mouvement et aller vers du mieux, vers du moins. Et donc du coup, c'est vraiment ça, cette différence qui fait que certains grands groupes vont être beaucoup plus à l'aise et certaines PME le seront sur d'autres sujets. Merci. Bon, la thématique, c'était achat responsable. Faut-il sensibiliser ou... j'ai oublié. Ou accompagner ou changer ses fournisseurs. Voilà, j'avais plus le terme. On a vu que finalement, il fallait les accompagner de différentes manières. Il fallait aussi prendre son bâton de pèlerin et faire connaître son offre. Ça voulait dire se former ses commerciaux. Donc il y a du pain sur la planche. Mais finalement, si on ne s'inscrit pas dans cette démarche, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des gens qui perdaient des contrats, que ça arrivait aujourd'hui, mais que ça allait arriver demain, probablement, de plus en plus. Merci à tous les quatre. Maintenant, on a un temps de questions. Donc, la parole est à vous, la salle, et puis les gens, si on a des gens internautes. Je vais vous passer le micro. Hop. Bonjour, merci pour ces témoignages. Quelques remarques. D'abord, je suis assez étonné qu'on parle de critères RSE dans la commande publique, puisque depuis la jurisprudence de Nantes Métropole en 2018, on n'a pas le droit de mettre des critères RSE dans un marché public. On doit juger par rapport à l'offre, par rapport au marché, mais on ne peut pas juger la politique générale de l'entreprise. Donc ça, je suis assez étonné d'entendre des critères RSE dans un marché public. Je me suis peut-être mal exprimé, mais à chaque fois, on se concentre sur le produit ou le service. D'accord, donc c'est bien lié au marché, hein, c'est pas la politique générale de l'entreprise. Je pense que faut que ce soit... Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je m'excuse, mais je réponds à beaucoup de consultations et à beaucoup d'appels d'offres publics. On doit faire des efforts énormes pour expliquer ce qu'on fait en matière de RSE dans l'entreprise. Et on a, noir sur blanc, un critère de notation qui est un critère de notation. Il appelle environnemental, peut-être l'appelle-t-il environnemental et pas RSE. Ça doit être lié au marché, hein. Ça ne peut pas être sur la politique générale de l'entreprise. Hein. Ça, si c'est sur la politique générale de l'entreprise, le marché peut être dénoncé par les concurrents qui perdent le marché. Hein. Exactement. Et c'est pour ça que je disais que du coup, la commande publique est aussi en faveur des TPE-PME qui n'ont pas les capacités de faire un bilan carbone, une ISO 14001, etc. Parce que toujours, on va se concentrer effectivement sur le produit ou le service que l'on achète. Donc ça, c'était la première remarque. Donc c'était juste pour bien que ce soit clair pour moi aussi, qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Sur effectivement la formation des équipes, je pense qu'il y a une grosse difficulté. C'est pas que la formation, c'est aussi sur tous les critères environnementaux. Le fait que ce soit assez neuf et qu'il y ait pas mal de contentieux à venir, parce que c'est toujours pas évident de mettre un bon critère qui peut être dénoncé par des entreprises qui perdent les marchés. Donc ça aussi, je pense que c'est un frein. Et enfin, sur l'implication de la gouvernance, on a quand même des outils. J'imagine que GRDF, vous avez un SPASER, puisque vous devez faire plus de 100 millions d'euros d'achats par an hors taxes. Et puis pour les entreprises, on a quand même le devoir de vigilance sur le contrôle de la chaîne fournisseur.
Du coup, j'avais deux questions. J'en avais une première pour Monsieur Gégaud sur est-ce que les nouveaux critères environnementaux, la loi climat et résilience avec l'obligation de 100% de marché, fin de contrat avec une clause environnementale dans les marchés publics ont changé votre façon de faire du sourcing? Ça, c'est la première question. Et j'ai une autre question pour Fairly Made. Est-ce que dans vos critères, le fait... Est-ce que vous n'avez pas une tendance à être ethnocentré et donc du coup de juger des pays qui ne sont pas jugeables entre eux parce qu'avec des critères par exemple sociaux qui peuvent être très différents, on peut nuire énormément à une région du globe parce qu'on va dire qu'il ne faut pas faire travailler les enfants. Or, il y a des enfants de 15 ans qui travaillent dans le ramassage des fruits. Et est-ce que vous tenez compte du coup de ces différentes spécificités de pays pour les notes que vous donnez aux différents pays et aux fournisseurs? Monsieur Serrier. Merci pour cette question. Sur les aspects critères environnementaux, je suis d'accord avec vous et tout l'enjeu, c'est de pouvoir mettre à disposition les bonnes informations de manière vulgarisée pour que les acheteurs, les prescripteurs puissent noter les critères avec les bons outils et que tout simplement ce ne soit pas quelque chose qui soit noté à la va-vite parce qu'ils n'ont pas les compétences. Et aussi d'avoir les bons accompagnements pour justement les aider dans ce genre de situation. Sur ce que vous avez dit sur l'aspect Spazer, bon, on a, je dirais, notre projet d'entreprise qui est structuré autour de la RSE. Donc c'est naturel chez nous. On a des objectifs sur justement l'intégration de critères RSE dans nos consultations, 95%. Aujourd'hui, on est à 96-97. Donc toutes nos consultations partent déjà avec ces éléments de l'évolution de la commande publique. J'ai envie de dire, on n'a pas attendu que ce soit là pour le faire. Mais effectivement, ça va être un facteur d'impulsion complémentaire qui va nous aider à renforcer et peut-être demain être plus sur le critère mais aussi sur la clause pour avoir un aspect un peu plus rigide. Parfait. Et votre entreprise, pardon, comme ça on a tous les éléments. Une maison d'emploi, j'entends. Ok, super. Pardon, excusez-moi. On est une maison de l'emploi, on accompagne une trentaine de pouvoirs adjudicateurs dans leur achat socialement responsable et on porte le guichet vert également depuis le 1er avril. Laquelle? Quelle maison de l'emploi? Maison de l'emploi du nord de la Réunion. Ok, merci. Et donc pour vous répondre, alors le social c'est un vrai nœud, un vrai casse-tête. Autant sur l'environnemental, donc on réalise une analyse de cycle de vie et donc il y a des critères qui font relativement foi au niveau scientifique, mais à minima cadré. Donc le social, nous on a décidé de manière assez humble de le juger au travers de deux prismes. Un premier qui est de l'audit documentaire sur site de certificateurs internationaux. Donc pour en citer quelques-uns, vous allez avoir du VRAP, du BSCI, du GOTS, voilà, là je donne des critères qui sont à la fois sur la partie scope de l'usine. GOTS par exemple c'est sur du coton bio mais il y a un petit scope social. Donc tout un volet de une soixantaine de certifications internationales qui sur site évaluent les usines. Généralement c'est à raison d'une fois par an. Et qui vont venir remplir un certain nombre de critères. Et donc là, on n'a pas réinventé la roue, on s'est inspiré de ce que fait l'OIT avec des critères, justement, il y en a 10 qui vont en effet du travail forcé au faire le living wage avec un certain nombre de critères sociaux uniquement. Et ensuite, donc ça donne une note en pourcentage sur l'usine en tant que telle. Et ensuite, une note toujours en pourcentage sur le risque associé au niveau pays. Et donc ensuite, la marque fait son travail d'agrégation ou pas de ces deux scores en fonction de ce à quoi elle souhaite répondre. Soit elle a son propre cahier des charges internes et auquel cas elle regarde en parallèle ce qui a été évalué. Et si c'est sur des obligations aux frontières ou des obligations de restitution d'informations au niveau compliance, elle va plutôt choisir la deuxième qui est toujours un pourcentage à l'usine. Merci. Ouais, une question. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et merci pour tous vos exemples. Moi, je fais du conseil et de la formation pour certains programmes d'accéléré d'ailleurs, entre autres sur le sujet de la création de valeur. Et donc la RSE vient créer de la valeur. J'avais deux questions également. Une concernant, une pour Philippe Semama sur vous avez parlé de l'impact que ça avait pour les commerciaux. Et donc je me demandais si vous aviez revu les grilles, parce qu'en fait on est dans quelque chose finalement de multifactoriel.
qui va impacter l'organisation et la motivation, etc. Donc, est-ce que ça amène à des changements d'organisation parfois, type la rémunération? Et puis j'avais une deuxième question. En fait, on a beaucoup parlé de la France, mais on sait qu'en France, on est particulièrement sensible à ce sujet, que ce soit les consommateurs, les entreprises et l'État. Comment ça se passe quand on doit exporter? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, le shift qu'on a fait en France n'est pas encore aussi fort à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Moi, je ne vais pas répondre sur le sujet exportation parce que mon marché et mon domaine, c'est la France. Je travaille que sur le marché français. Je suis à l'import, mais je ne suis pas à l'export au niveau de mes ventes. Sur les critères de rémunération et de motivation des équipes commerciales, oui, on met en place des programmes qui sont des programmes d'incentive liés à des évolutions de tendances et de chiffre d'affaires sur des concepts et des produits qui sont éco-responsables, etc., etc. Donc oui, on fait évoluer nos contrats de commerciaux dans ce sens-là. Voilà. Qui se sentirait à l'aise sur les sujets à l'étranger? On est GRDF, le FC France, donc un peu compliqué de répondre. On a 99% de nos achats qui sont sur le territoire français. Peut-être pour vous donner un exemple, on a néanmoins des matériels qu'on achète à l'étranger. On essaye de faire appel à du social, mais on n'a pas forcément des connaissances pour savoir est-ce qu'il y a des structures de facilitateurs comme on a des maisons d'emploi dans les autres pays, etc. C'est un axe d'amélioration, clairement. Nous, ce qu'on voit, c'est que le cadre réglementaire français est plus contraignant que ce qui va aujourd'hui se dessiner au niveau européen ou plus largement au niveau international. Donc, les marques le voient vraiment comme une contrainte au début, mais ont l'impression de gagner du temps. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau européen, pour l'éco-score français, il existe le PEF, Product Environmental Footprint, qui est en train de se dessiner. Pour la loi AGEC, dans une dimension un peu diverse, mais il y a le DPP, qui est le Digital Project Passport, qui est en train aussi de se mettre en place au niveau européen. Donc je dirais que la vision, c'est plutôt que la France est un mini-lab CSR sur les sujets d'obligation et qu'après, ça pourra a priori être réutilisé à l'international. Je pense que c'est une question aussi de mise à niveau de la data chez ces gens. Ça permet aussi de progresser sur un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est un peu toujours le sujet. En tout cas, on le voit par rapport à d'autres sujets que sont par exemple la RGPD ou des sujets un peu similaires. Ouais, la contrainte est initialement trop forte sur le territoire, mais finalement fait gagner du temps pour la suite. En tout cas, nous, on voit que par rapport aux États-Unis, on a un temps d'avance aussi sur ce qui va se faire dans un second temps. Bonjour, je m'appelle Christian Marquis, je suis dirigeant de l'entreprise Comble d'en France. On est charpentier et on travaille à augmenter les maisons individuelles. On ajoute un étage aux maisons. Je suis rentré dans des démarches RSE assez fortes sous l'impulsion de BPI France, qui est actionnaire chez moi. Et je m'y retrouve bien aujourd'hui. On a une grosse dynamique autour de ça. Et j'ai fait cet été, pour la première fois, un questionnaire d'évaluation de QVT, questionnaire de vie au travail, en fait. Voilà, c'est la première fois que je l'ai fait. Franchement, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce qu'évidemment, c'est une démarche extraordinairement riche d'enseignement. Et c'est très, très bien. Ma question, c'est pas en tant que dirigeant d'entreprise comme en France, mais c'est en tant que syndicaliste CPME, où on défend les intérêts des petites et moyennes entreprises. Je suis président de la CPME dans l'Eure, et elle est pour Monsieur Gégaud. C'est peut-être un peu taquin, mais vous avez certainement une réponse structurée. Comment est-ce que vous évaluez objectivement la qualité de vie au travail de vos fournisseurs dans la relation avec vous? Comment est-ce que vous les faites, vous noter, vous, dans la manière dont ils vivent la relation avec vous? On sait que certains secteurs industriels sont sinistrés en fait au niveau de la relation entre eux. Je ne pense pas que ce soit votre cas, en fait, c'est pas votre image en tout cas chez GRDF, loin de là. Mais je me demande comment objectivement en fait vous mesurez la satisfaction de vos fournisseurs. On voit bien qu'aujourd'hui c'est des démarches, je pense, dans lesquelles il faut qu'on rentre en réalité. Et je ne sais pas comment vous le faites. Ma question est très ouverte. C'est un périmètre qui, à ce stade, je pense vous en doutez, un peu abordé. Déjà, qu'on arrive à bien faire la partie environnementale et sociale, c'est compliqué. On est en train de s'améliorer, mais c'est toujours pas ça. Néanmoins, ce que l'on fait, c'est qu'on entreprend à des échéances plus ou moins régulières, je dirais une fois tous les 3 ans, un baromètre fournisseur. Là, on va laisser l'opportunité aux fournisseurs de nous partager des retours sur la relation commerciale que l'on a avec eux, que ce soit d'un point de vue contractuel, administratif, économique, mais aussi, j'ai envie de dire, plus social, QVT, comme vous l'avez souligné. Néanmoins, je regrette aussi que ce ne soit pas encore assez pris en main. On a
comme tout le monde, plein de priorités qui nous empêchent de pouvoir tout faire au quotidien. Mais voilà, au moins on a ce levier d'action pour, dans un premier temps, les écouter, et on réalise également des audits, des visites de conformité en fait, où on se déplace chez nos fournisseurs, chez nos prestataires de travaux, bien sûr pour les aspects techniques, etc. Mais depuis maintenant 2-3 ans, sur aussi des aspects RSE. Et bien sûr que vous doutez, si nos qualiticiens se retrouvent dans les usines d'un de nos fournisseurs et qu'ils voient des enfants de 15 ans travailler, eh ben, ils vont nous leur monter. Ou ils voient des choses qui ne sont pas du lean ou qui ne sont pas conformes à des modes de travail décents, ils vont aussi nous le remonter. Vous allez me dire, quand il y a un audit, c'est sûr que bon, c'est pas le meilleur moment pour le faire. On est prévenu, non? C'est ça. Mais après, nous, on en réalise des audits surprises, donc ça peut aider. J'espère avoir répondu à la question en tous les cas. Je vais prendre une dernière question, rapide. Ouais. Bonjour, Mélanie Divaret, moi j'accompagne les acheteurs pour être plus responsables. J'ai une question autour des marchés réservés. Je sais qu'aujourd'hui les marchés publics ils font des marchés réservés aux entreprises ESUS, entreprises solidaires d'utilité sociale, ou aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, ou aux structures d'insertion. Bon, il y a encore de la formation à faire et les bureaux des marchés ils ont du mal. Au niveau des grandes entreprises, les acheteurs en général, ils essayent de faire des marchés réservés, par exemple pour les plateaux repas, mais en général ça va vers le secteur du handicap, mais rarement vers le secteur de l'insertion ou vers des entreprises ESUS ou de l'ESS, ou maintenant on a aussi les entreprises à mission. C'est vrai qu'on parle de tous les labels entre l'ISO, l'ESUS, l'ESS, entreprise à mission, Bicorp. Est-ce que vous avez d'ailleurs un système de filtre pour vos fournisseurs avec tous ces labels que je viens de donner et ces certifications? Ça, c'est la première question. Parce qu'aujourd'hui, quand on cherche un devis sur des plateformes avec différents fournisseurs, malheureusement, par exemple sur Uber Eats, si on veut acheter à manger, on peut choisir si c'est de l'italien ou de la pizza, mais on ne peut pas choisir que ça soit un traiteur ESAT ou dans le secteur du handicap ou dans le secteur de l'insertion ou entreprise à mission. On n'a malheureusement pas encore ces filtres-là. Est-ce que du coup vous les avez mis en place au niveau du filtre, et est-ce que vous faites des marchés réservés comme les marchés publics en utilisant le code des marchés publics d'avril 2019 pour réserver à l'ESS? Voilà, ça c'était ma question. Et j'ai une deuxième question. Ouais, j'ai juste une deuxième petite question. Est-ce qu'il existe une sorte de fournisseur ESS, insertion, handicap, que vous pourriez référencer et qui, lui, ensuite, va chercher tous les petits devis auprès des différentes TPE, PME, entreprises à mission, ESAT, etc. Voilà, c'est une question, savoir si ça existe et si ce serait intéressant pour vous. Ok, je vais essayer d'être concis. Sur l'étiquetage de nos fournisseurs en fonction de leur appartenance à des structures de l'inclusion ou d'autres. À ce stade, on arrive à le faire sur l'ensemble de l'univers de l'inclusion. Comme je vous le disais, l'idée c'est d'avoir les bons outils. On s'est doté d'un outil qui vient passer au crible l'ensemble de nos dépenses. Ça représente 1,8 milliard d'euros en 2022 et qui va nous dire il y en a X% auprès de secteurs protégés adaptés, Y pour l'insertion. On a aussi l'ESS, on a aussi les zones rurales à revitaliser et les quartiers prioritaires de la ville. Donc ça, déjà, sur l'inclusion, ça nous permet d'avoir une idée très précise que l'on suit de manière mensuelle, comment on augmente nos contributions auprès de ces différents univers que je viens de mentionner. C'est pour l'aspect un peu tableau de bord. Pour renforcer justement nos contributions, on a aussi un outil qui vient lister 1,4 million d'acteurs de l'inclusion en France. Ça, c'est pour faire des sourcings auprès de nos acheteurs nationaux et surtout régionaux qui ont des besoins de traiteurs, etc. Et très rapidement, avec un Power BI, en fait, ils identifient les interlocuteurs qui sont en mesure de répondre à leurs besoins avec l'étiquetage inclusion, insertion, etc. Sur l'aspect entreprise à mission, etc., ça, on n'a pas. Pour terminer, on fait effectivement des marchés réservés. On a commencé par des lots réservés qui sont plus simples parce qu'on va s'intéresser à une partie de notre besoin, mais on a pu avoir de très belles réussites également sur des marchés réservés. C'est peut-être difficile à croire, mais on a l'Association des paralysés de France qui a déposé et posé des compteurs communicants, que peut-être que vous avez chez vous, sur le territoire de la région Est, 90 000 compteurs communicants. Je dis ça, mais en fait, c'était même pas un marché réservé.
pour vous dire que c'est aussi un levier, mais ça n'en est parfois un, dans le sens où à terme, nous, on a envie de ne pas avoir besoin de faire ce genre de forme de marché pour avoir des fournisseurs inclusifs. Et j'ai un autre exemple, on a le nettoyage de nos EPI, de nos vêtements images de marque, on a fait un marché réservé, c'est des montants qui sont significatifs, on fait de la co-traitance avec mandataires solidaires, etc. Donc voilà, l'idée c'est d'actionner tous ces leviers pour avoir les impacts les plus optimaux. Merci beaucoup. Bon, on a notre chrono qui est terminé. Un très grand merci à vous quatre pour vos témoignages très différents. Merci à vous, merci à la régie. Puis s'il y en a qui veulent poser des questions, on devrait avoir quelques minutes avant de se faire éjecter de l'espace. Merci beaucoup.